Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que nous aimons beaucoup, un de nos amis, ceux qui suivent nos conférences, vous l'avez déjà vu, et Dieu sait que nous lui rendons souvent hommage, le professeur Michel Maffesoli. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Merci, cher Pas. merci de nous offrir votre temps. Alors, nous allons activer ce soir la machine à fantasmes. Euh, non pas que nous allons parler de sujets graveleux, mais nous allons faire un fantasme qui a été ressuscité par la technique, hein, nous allons parler franc-maçonnerie, ce qui va me permettre de dire une micro-phrase, euh, vu que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui traînent sur Internet, et non, malheureusement, pour moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un temple de ma vie. Donc là, aujourd'hui, nous allons pouvoir écouter quelqu'un qui connaît réellement ce sujet, hein, ça changera de beaucoup de choses. Et vous avez vos deux derniers livres portent sur cette question. Et à vrai dire, moi, j'avais déjà été très touché par votre réflexion dans Le Trésor caché. C'était il y a quelques années sur la symbolique de l'initiation, de la question des frères, etc. Pour moi, c'est un très très beau livre de philosophie générale. Je rappelle que vous êtes quand même un grand philosophe avec une œuvre sur la postmodernité, sur la question de la violence, sur la question du sacré, etc. Et pour ceux en plus, car vous n'êtes pas qu'un intellectuel en chambre, vous avez été l'un des grands chantres de l'antipopulophobie pendant à la fois les gilets jaunes, le Covid, etc. Donc tout ça est à la disposition de tous, disons. Vous avez été l'un des avocats de la sécession plébis. Voilà. Donc, euh, nous allons commencer par un point simple. Pour vous, Michel Maffesoli, la franc-maçonnerie, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à cheminer avec, surtout? D'abord, à titre tout à fait personnel, puisqu'en effet, j'ai été initié en franc-maçonnerie en 1972. Vous voyez, ça fait un peu plus de 50 ans. À titre tout à fait personnel, je suis un disciple, vous le savez certainement, de mon maître Gilbert Durand, qui est Bien un sûr. grand anthropologue silanais de l'imaginaire, qui a écrit des très beaux textes d'ailleurs sur la franc-maçonnerie. Lui-même était franc-maçon. Et voilà, fidèle à mon maître en son temps, j'ai été, sans bien trop savoir pourquoi, initié à la franc-maçonnerie, et ce qui m'a permis de connaître une pensée profonde, une pensée ésotérique de l'intérieur. Voilà. Alors Mhm. voilà, c'est anecdotique ce que je dis, mais c'est dans cette grande perspective qui était ma fidélité vis-à-vis de Gilbert Durand. Voilà. Alors maintenant, chemin faisant, hein, puisque de toute façon, l'initiation est un chemin. Heidegger, d'ailleurs, le disait à sa manière, et je l'utilise beaucoup, moi, cette idée, un chemin de pensée. Chemin faisant, j'ai développé, et vous faites référence à la fois à mon Trésor caché, qui est pour moi un livre de fond, en effet, et puis le petit pamphlet que j'ai fait il y a quelques mois. Grand Orient, les lumières sont Voilà. éteintes. qui est un, qui est un pamphlet. À la fois, j'essaie de lui donner quand même une dimension théorique. C'est un peu ma tasse de thé, hein, fondamentalement. Mais dans ce petit pamphlet, je montre que justement ce qu'était l'essence même de la maçonnerie, hein, ce que j'avais développé dans Le Trésor caché, une lettre ouverte aux francs-maçons en 2015, eh bien, ce rapport à cette essence de la maçonnerie, c'était progressivement euh, désavoués, disons-le tout simplement. Et pas tous les francs-maçons, pas toutes les obédiences. Les obédiences, ce sont des fédérations, pour dire bref, hein, c'est des rassemblements de loges. Voilà. Et donc, il s'est trouvé que celle qui est censément, je dis bien censément parce que c'est plus tout à fait vrai, la plus importante, ou en tout cas celle que l'on qualifie la plus importante en France, le Grand Orient, eh bien, était en train de perdre ce trésor caché. Vous l'avez plus exactement dilapidé. Et nous étions quelques-uns, d'ailleurs, à le souligner de longue date, hein. Dans ce pamphlet, je cite en particulier Bruno Etienne, qui fut un professeur de sciences politiques à Aix-en-Provence, qui fut un de mes grands amis, qui était lui-même franc-maçon au Grand Orient, et qui a écrit, corollairement à ce que je disais,
montrait comment il y avait cette espèce de voie substituée qui était empruntée par le Grand Orient. Voilà un peu. Alors, pour dire bref, en son temps, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie, encore une fois, au-delà ou en deçà des diverses obédiences, c'est-à-dire des diverses fédérations qui la constituaient, était en phase avec l'esprit du temps, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas l'oublier quand même. Je veux dire, Voltaire se fait initier in fine, bien sûr, à la fin de sa vie, mais enfin, euh, Voltaire représentant, hein, ce qu'était la philosophie des Lumières. Et donc, cette franc-maçonnerie était en phase avec l'esprit du temps, hein. J'emploie le mot esprit du temps, qui, vous le savez, Zeitgeist, est une expression de Hegel, qui lui-même fut franc-maçon, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Bon, et alors, je ne vais pas aller plus avant, mais disons que très rapidement, il me paraît, et à beaucoup d'amis, cela apparaît également, eh bien, c'est que ce n'est plus le cas actuellement. Voilà, que cette franc-maçonnerie, en tout cas politiste, il faudra y revenir, ne se reconnaît, n'est plus en phase avec l'esprit du temps, en particulier concernant les jeunes générations. Voilà. Donc, c'est ça le cœur battant, en quelque sorte, de mon de, pamphlet sur. de votre plan fait. Mais justement, pour vous, qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que on va vite dégrossir un fantasme. Beaucoup de l'imaginaire fantasmagorique, particulièrement sur le Grand Orient, a été très axé sur la Troisième République. Donc, c'est-à-dire la toute-puissance du Géo, ça fait très longtemps, il n'y a pas un membre du Géo certainement vivant qui l'ait vécu. Donc bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur des images d'Épinal de plus en plus datées. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que en France, quand on pense maçonnerie, d'ailleurs à tort, on pense principalement Grand Orient. Parce que les gens connaissent peu en réalité le monde maçonnique. Ils en parlent beaucoup plus qu'ils ne le connaissent. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé au Grand Orient, vous qui avez cheminé à côté d'eux? À côté, je suis venu à l'intérieur. Même à l'intérieur, oui. Donc voilà, c'est pas la peine de cacher des choses qui sont maintenant connues. Donc Mm. je n'ai pas fait état très souvent de cette appartenance, mais enfin, puisque maintenant j'ai fait ce pamphlet, on peut le dire. Vous savez, là, je le dirais presque, je n'aime pas le mot puisqu'on me qualifie de sociologue, alors que je ne sais pas si je suis un vrai sociologue, parfois on l'a contesté, mais je dirais une analyse simplement sociologique. C'est-à-dire que une institution a tendance régulièrement à perdre en quelque sorte ben, ce qui était, oui, ce qui était, j'ai employé l'expression, je le dis, le cœur battant qui l'animait en quelque sorte. Mm. Voilà. Un de mes vieux amis, maintenant décédé, Guy Hockenheim, avait écrit un petit livre que je cite d'ailleurs dans mon livre, du Col Mao au Rotary. Pareil. Bon, et il montrait par là comment, d'une certaine manière, ben voilà, ceux qui avaient été des révolutionnaires, lui en était, hein, dans les Mm. années 68, étaient devenus ben, tout simplement des notaires, hein, ou étaient devenus en quelque sorte, un peu à la manière de Jacques Brel, hein, ils étaient devenus des notaires. Les notaires qu'ils avaient contestés, ils étaient devenus de ces notaires. Euh, ou encore, tenez, un auteur qu'on connaît pas, qu'on connaît moins, qu'on connaît pas bien, c'est Boris Souvarine, qui a Mm. écrit un très beau livre sur Staline, par exemple, hein. Lui-même proche de Raymond Aron, ayant quitté la Russie, etc., ayant été membre des bolcheviks en son temps en Russie, parle quand la dictature du prolétariat devient la dictature sur le prolétariat. Vous voyez? Bon, enfin, on pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre, c'est-à-dire que une institution, encore une fois, perd ce qui était son essence même. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Pour le dire un peu bêtement, ce que je dis, c'est de montrer que ce qui était en quelque sorte Ce la qui était voie. de la mystique est devenu de la politique, dirait Voilà, Briand. en gros, c'est ça, c'est-à-dire que peu à peu, on a perdu la dimension purement symbolique, qui est l'élément important, hein. Chaque société, quand on regarde sur la longue durée, je sais que ce que je vais dire est un peu choquant, mais chaque société a besoin d'organisation ésotérique, hein. Après, cet ésotérique devient exotérique, hein, se divulgue. Mais quand on regarde, moi, je sais pas, moi, bien sûr, les chevaliers, les templiers, mais Éleusis, Pythagore, enfin, je veux dire, on voit comment, pour ce qui concerne la tradition culturelle qui est la nôtre, il y a toujours quelque chose où se développe la recherche de la pensée.
En son temps, la maçonnerie était ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au XVIIIe siècle. Et voilà, il s'est trouvé que c'est institutionnellement le Grand Orient, je dis bien, hein, pas d'autres fédérations. Mais le Grand Orient a perdu cette recherche symbolique et dans mon livre, je commence en rappelant, dans le fond, que ce qui se passe au sein de ces diverses loges, c'est-à-dire des regroupements de cette obédience, c'est des questions sociétales, hein, Mm. l'avortement, l'euthanasie, le mariage pour tous, etc. Bon, qui sont des questions, après tout, qui peuvent se poser. Je dirais, ouais, c'est des questions qui sont à débattre, mais qui n'ont rien à voir, à proprement parler, avec la recherche purement spirituelle, je dis bien purement symbolique, qui est en jeu dans la maçonnerie. Vous voyez, dans ce qu'on appelle les, si je suis un peu plus précis, les constitutions d'Anderson, c'est-à-dire l'acte fondateur de la franc-maçonnerie, il est interdit dans les loges de parler de politique. Voilà, Ouais. je ne sais plus, c'est l'article 1 ou 2, j'ai oublié, enfin, etc., peu importe. Or là, il se trouve que c'est un peu le politisme, je fais exprès de dire au politisme, hein, dans mon livre, devient la question essentielle du Grand Orient. Voilà ce qui fait qu'elle a perdu son âme, pour dire bref. Mm. Et mais justement, qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui justement pourrait survivre de cette quête symbolique et comment d'un côté la relancer si les institutions qui en étaient gardiennes ont fini par la trahir pour vivre leur vie d'institution de manière autonome en fait. C'est une histoire vieille comme Hérode. Hein, à la fin, on part en mission, on réclame sa rétrocommission. Quoi. À la fin, l'institution vit pour elle-même au détriment de sa cause. Mais, euh, mais grosso modo, qu'est-ce que justement cette recherche symbolique a encore à nous apporter face au monde, disons, en lambeaux qui se dessine? Et deuxièmement, comment cette recherche peut s'organiser vu qu'elle n'a plus d'institution porteuse? Bon, sur le dernier point, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il n'y ait pas d'autres institutions porteuses, hein, voilà, je dois vous avouer que Heu, j'ai vu dans les 2 ou 3 dernières années qui viennent de s'écouler, 4 ou 5 jeunes gens avec qui je discute, qui sont venus discuter avec moi, des philosophes, des sciences politiques, peu importe en la matière, vous voyez? Et qui sont rentrés dans tel ou tel ordre, maçonnique, pas au Grand Orient. Parce qu'il y Mmh, a encore des endroits, si vous voulez, où il y a cette recherche spirituelle. Voilà. J'ai mmh. pas envie de nommer, mais disons que ça existe, voilà. Mais il se trouve que pour ce qui concerne le Grand Orient, puisque nous sommes là-dessus, hein, sur Tout cette, à fait, tout à sur fait. ce pamphlet-là, celui qu'on cette obédience, c'est-à-dire cette fédération que l'on représente comme étant la plus importante en France, hein. J'ai bien dit que ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin, c'est ainsi qu'on le présente. Eh bien, dans cette obédience, ils ont perdu, encore une fois, pour moi, ce qui est en phase avec l'esprit du temps, la recherche de la communauté. À l'époque, je Mmh. disais le tribalisme, vous voyez, c'est-à-dire, Tout à dans le fait. fond, le fait que, d'une certaine manière, voilà une piste. C'est plus l'individualisme à l'encontre de ce qui est dit qui va prévaloir de plus en plus, mais c'est le nous. Hein, Heidegger avait cette belle formule. On est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. Voilà. Moi, c'est une de mes hypothèses. C'est aussi quelque chose qui est dans l'essence même, hein, de la franc-maçonnerie authentique. Alors voilà, la communauté, la recherche du symbolisme. C'est encore une fois quelque chose qui est important. Moi, j'ai écrit un livre il n'y a pas très longtemps, la nostalgie du sacré, hein, pour rendre attentif justement à cela, au fait que d'une certaine manière, on voit bien comment ces jeunes générations ne se contentent plus d'une conception purement matérialiste, purement économiciste, purement politique, mais ont d'autres types de préoccupations. Voilà encore une fois ce qu'est l'essence de la maçonnerie authentique. Alors, voilà ce que je peux dire, c'est qu'il y a une lente dégradation dans ce Grand Orient qui est censé représenter en France la maçonnerie, une dégradation de cette recherche de la communauté, de l'affrèrement, moi je dis, hein, pour oublier le mot fraternité, mais de l'affrèrement, hein, c'est-à-dire que ce vieux mot médiéval qui rendait attentif à la fratrie, à bien des égards, ce retour
après la grande dimension marxisante, c'est-à-dire purement économiciste ou purement matérialiste, le retour du sacré, appelons-le comme on veut, hein, c'est ça le symbolisme. Et donc, voilà, ça a été perdu au sein même de cette obédience, et c'est ailleurs qu'il faudra la rechercher. Mais je maintiens, et c'est pour ça que je nuance ce que vous avez dit, il y a encore des endroits, à mon avis, où il y a pour ces jeunes générations cette recherche. C'est très amusant. Il y a quelques heures, je discutais avec un jeune homme qui est dans une école de commerce quelconque à Paris. Il est rentré à 18 ans au Grand Orient. Il en a maintenant 24. Voilà. Mais avec une grande déception. Hein, c'est-à-dire que il reste encore, il est encore au sein du Grand Orient, il essaie d'impulser ce qui étaient ses préoccupations quand il a été initié, quand il est rentré à 18 ans quand même, etc. Mais il montre bien que voilà, il y a cette espèce disons, de déconnexion par rapport, encore une fois, à l'esprit du temps. Ce sera ma dernière question, professeur. Euh, euh, Aujourd'hui, alors c'est terrible, mais si vous voulez, les nouvelles technologies sont une sorte d'usine à nostalgie. Donc elles ont réactivé des tas de choses. Et c'est une usine à la fois de nostalgie pour les individus et de rumeurs pour une partie des masses. Donc si tu... Parce que ça a réactivé de vieilles rumeurs. La rumeur est un média comme les autres. Ça a été le premier média des hommes, hein. Ça ne veut pas dire que la rumeur soit fausse. Ça veut dire que c'est le bouche à oreille. Très bien. Et entre autres, on est reparti sur certaines croyances sur l'influence ou la réalité de la maçonnerie. Si vous deviez conseiller quelqu'un de profane, quelque chose pour découvrir ce qu'est cet esprit symbolique depuis l'extérieur, sans avoir à être initié, quelque chose à lire, à voir, etc., avec votre expérience, que conseilleriez-vous à Ben, quelqu'un qui veut juste comprendre? je vais vous répondre sur le fond, mais avant de vous répondre sur le fond, ben, il faudrait qu'il lise mon livre La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde qui est Voilà, mon livre, hein, qui est un petit livre que j'ai fait en pendant de mon de votre pamphlet. pamphlet. Voilà, pour montrer qu'il peut y avoir encore en maçonnerie quelque chose qui correspond à l'esprit du temps. Voilà. Mais par rapport aux nouvelles technologies, je vais employer un mot qui n'est pas connu, ou qu'on ne connaît pas bien, ou qu'on ne connaît pas du tout, mais qui est un mot maçonnique important, qui est l'égrégore. L'égrégore, c'est un mot que l'on voit fréquemment en maçonnerie. Dans le fond, ça veut dire être éveillé. Hein, ça veut dire être conscient, si je puis dire, et en même temps faire groupe. Hein. L'égrégore, c'est être éveillé en groupe, si je puis dire. Or, il se trouve, permettez-moi ce petit détour, euh, Allez-y. pour dire bref, au 3e, 4e siècle de notre ère, moi, c'est une image que je donne souvent, il y avait ce qu'on appelait trois religions à mystère, le christianisme, Orphée et Mitra. Et le christianisme devait cesser. Hein, c'était la religion des pauvres, des soldats sans grade, etc. Mitra et Orphée, euh, religion des officiels, religion des officieux, des grands de ce monde, devaient triompher. Et curieusement, ça va être le christianisme qui triomphe, tout simplement parce que telle petite église à Milan sécrète une idée qui est maintenant passée dans le catéchisme catholique, que certains d'entre nous ont appris dans la jeunesse, la communion des saints. La communion des saints, c'était dans le fond le fait que cette petite église de Milan était unie à Lugdunum, à Lutèce, à Narbonne, à Rome, etc. Et que ce cercle en pointillé a fait le triomphe du christianisme. Voilà. Alors, pour dire bref, moi je considère qu'actuellement, Internet ou les nouvelles technologies, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire, c'est une idée que je développe de temps en temps en Tout à fait. montrant que c'est les réseaux qui se créent là-dessus où on va partager des idées. Or, il se trouve que cela correspond exactement à l'idée de l'égrégore. Parce que l'égrégore, encore une fois, c'est le partage d'un savoir, d'une connaissance à quelques-uns, qui n'a pas peur d'utiliser les moyens technologiques. Et justement, dans mon livre, je montre qu'à dans tel ou tel de mes livres, enfin, excusez-moi, mais en tout cas ceux dont on parle là aujourd'hui, je montre qu'à bien des égards, il y a au travers de ce mot un peu curieux, être éveillé, hein, l'égrégore, qui est un mot très maçonnique, il y a quelque chose qui
renvoie typiquement aux nouvelles technologies, hein. C'est-à-dire que, et j'y consacre même, je crois, un chapitre là-dessus, en montrant qu'à bien des égards, voilà ce que je conseillerais, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que que sont ces nouvelles technologies? Moi, je suis un défenseur de ça, hein. Mmh. J'ai écrit dans l'Encyclopédie universaliste et pourtant, je considère que c'est plutôt Wikipédia, quoi qu'ils disent beaucoup de méchanceté sur moi, qu'il y a là le savoir partagé, vous voyez, le savoir partagé, une connaissance qui n'est plus imposée par en haut, mais qui est de l'ordre du partage. Voilà, et il se trouve que ça, c'est une idée majeure de la maçonnerie, hein, cette Grégor, hein, c'est-à-dire cette connaissance commune, être réveillé en commun, hein, en gros, c'est ça. Et il se trouve que les nouvelles technologies participent de cet éveil, de mon point de vue. Il y a de pire, hein, soyons clairs, hein, Oui, les oui. choses dans le sens, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais on a tendance toujours à voir le pire, il faut voir le meilleur. Et là, en la matière, je considère qu'il y a dans l'essence maçonnique, hein, je dis bien, pas dans la dimension politique telle que le Grand Orient, c'est ce qui domine au Grand Orient, mais l'essence du politique, c'est au contraire ce partage entre frères, si je puis dire, hein. Encore une fois, d'un savoir, avec un échange qui cela se fait, réversibilité, interactivité, etc. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, si vous Non, voulez, mais et en tout un des cas, éléments, un des merci. éléments de l'essence maçonnique. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle vos 3 ouvrages sur ce sujet. Moi, celui, alors, le dernier, est-ce que la franc-maçonnerie peut réenchanter le monde, qui est le, le petit dernier. Pour ceux, et je le dis parce qu'il y a des bonheurs d'écriture dedans, il y a eu des oreilles qui ont sifflé également, que certainement dans le Grand Orient, les lumières ont éteintes. Et moi, celui qui a, bon, même si je dois reconnaître que moi, j'ai toujours été sensible et à votre écriture et à vos bons mots et surtout à vos créations conceptuelles. Donc, celui qui se rattache le plus à votre œuvre de fond et que je recommanderais le plus, c'est Le Trésor caché. Voilà, je vous remercie beaucoup, professeur, de nous avoir offert cet entretien. Les références de vos ouvrages seront sous cet entretien pour ceux qui veulent approfondir. J'espère vous retrouver bientôt, professeur, sur de prochains sujets, de prochaines problématiques. Merci beaucoup, professeur. À bientôt. Merci bien de votre entretien. Au revoir. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.